Non. Et ce matin, nous sommes avec le directeur du COSNC. Bonjour Nicolas Olivero. Bonjour Nicolas, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous avez pris vos fonctions il y a quelques semaines, même quelques mois, on peut le dire, à la tête du COSNC, en tant également qu'administrateur principal des affaires maritimes. Avant cela, quel a été votre parcours professionnel avant d'arriver ici à Nouméa ? Nicolas, merci pour votre invitation. Donc avant d'arriver en Nouvelle-Calédonie, j'ai eu une première carrière marine nationale en tant que navigant. Et ensuite, dans les années 2000, je suis arrivé dans le milieu des CROSS, du centre de sauvetage opérationnel, en tant qu'adjoint puis chef de quart. Donc j'ai exercé en Méditerranée, en Atlantique également. J'étais également directeur adjoint du centre de sauvetage en Polynésie française. Et donc là, j'arrive en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, quelles sont les principales missions du COSNC, si on peut les rappeler peut-être pour les gens qui ne connaissent pas bien le fonctionnement ? Alors le COSNC, c'est un service spécialisé des affaires maritimes placé sous l'autorité du Haut-Commissaire de la République, qui exerce les missions de recherche et de sauvetage en mer, de surveillance de la navigation maritime, de surveillance des pollutions maritimes également. Et le centre est également en charge de la diffusion des renseignements de sécurité maritime à destination des usagers de la mer. Alors, chaque année, vous publiez un bilan de l'année écoulée en termes d'opérations coordonnées. On est à peu près autour de 310 interventions. Alors, ce bilan est publié en mars-avril. Il est peut-être un peu tôt pour le dresser. Mais est-ce qu'on a à peu près le nombre d'opérations pour l'année 2025 ? Est-ce qu'il a augmenté ? Alors effectivement, le bilan sera publié d'ici le mois de mars, le bilan officiel. Mais on a une augmentation du nombre d'opérations. On est sur un volume d'environ 360 opérations pour l'année 2025, avec une augmentation notamment sur le volume d'opérations de sauvetage. Comment ça s'explique ? Alors ça s'explique de plusieurs façons. Ça peut être lié aux conditions météo qui éventuellement auraient pu mettre en difficulté plus fréquemment les navigants. Mais on peut aussi penser que c'est parce que le centre est informé plus régulièrement des difficultés. Donc, je rappelle qu'on peut contacter le COS par VHF Marine sur le canal 16, ou par téléphone également sur le numéro 16 qui est un numéro gratuit. Et donc effectivement les gens ont pris l'habitude maintenant de contacter le COS, ce qui peut expliquer une augmentation du nombre d'opérations connues par le centre. C'est plutôt une bonne nouvelle que ce soit devenu un réflexe aujourd'hui de contacter le 16 en cas de difficulté. Effectivement, c'est une bonne nouvelle. On sait que les opérations qui se terminent mal sont en principe celles pour lesquelles le COS a été informé un petit peu tard et n'a pas pu déclencher rapidement les moyens d'intervention. Donc effectivement, le bon réflexe, c'est de contacter le COS en cas de difficulté le plus rapidement possible. Vous qui avez eu une carrière en métropole, mais aussi en Polynésie française, est-ce qu'il y a des choses qui ont pu vous surprendre en arrivant ici, dans les comportements ou dans les types d'interventions ? Ou est-ce qu'on est sur quelque chose de classique finalement en Nouvelle-Calédonie ? On est sur quelque chose de classique. Après, effectivement, c'est vrai que les Calédoniens sont tournés vers la mer, avec une fréquentation des îlots, notamment le week-end, les fameux coups de pêche. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouvait également en Polynésie. Donc je suis pas réellement surpris en fait de cet attrait pour la mer du peuple calédonien. Avec une problématique requin aussi également, il y a eu plusieurs interventions qui vous ont mobilisé aussi sur ces questions-là, avec des chasseurs notamment. Alors effectivement, il y a un risque requin, et effectivement là en plus on est dans la période chaude. On est dans une période où les gens sont en général en vacances. Et donc vont passer leurs activités en mer. Le risque requin existe. Maintenant, il y a des mesures qui ont été prises pour permettre de le limiter et d'avoir une bonne cohabitation en fait, entre les usagers de la mer et les requins. On a eu 2 signalements d'attaque de chasseurs sous-marins récemment sur Nouméa et à Nouville, à un endroit où la chasse sous-marine est d'ailleurs interdite.
Donc j'ai envie de dire là, c'est un petit peu le comportement des chasseurs qui a été à l'origine du problème. Et effectivement, on a eu également la semaine dernière une attaque de plongeurs sous-marins sur Bourail. Euh, Là, une enquête est en cours pour déterminer quelles ont été les circonstances de cette attaque. C'est quelque chose qui est quand même assez rare sur des plongeurs bouteilles. Ce que vous dites, c'est qu'il y a parfois un problème de comportement des usagers, alors que ce soit là les chasseurs ou autres, on ne va pas jeter la pierre, mais ça veut dire qu'il faut sans cesse rappeler les messages de prévention et les bons comportements à avoir en mer, parce qu'on a tendance parfois à les oublier, peut-être justement parce qu'on est tourné vers la mer, parce qu'on a toujours plongé, parce qu'on a toujours vu les requins, parce qu'on a toujours vécu avec eux, et qu'on finalement n'a pas conscience peut-être du risque. Effectivement, il faut rappeler les bons usages, hein, mais qui sont finalement des choses qui sont connues de longue date. Hein. De ne pas se baigner quand il fait nuit, hein, au coucher du soleil ou avant qu'il soit vraiment haut dans le ciel, de ne pas se baigner, pas pratiquer d'activité quand l'eau est trouble, de ne pas être isolé. Donc faut rester à l'endroit où il y a du monde. Quand on est un chasseur sous-marin, de ne pas garder son poisson avec soi. Ou effectivement, si on pratique de la baignade ou une activité un petit peu isolée, d'avoir un dispositif de surveillance autour de soi. Et en tout cas, sur Nouméa, de privilégier la baignade dans les zones protégées, hein, au niveau de la baie des Citrons ou de Château-Royal. Alors ça, c'est pour le côté plongeur. Il y a le côté plaisancier aussi. Il y a plus de monde sur le lagon, j'imagine, en cette période, comme chaque année. Là aussi, on peut peut-être rappeler les bons réflexes à avoir avant de partir en mer, parce que finalement, il y a des choses à mettre en place. Alors effectivement, hein, quand on part en mer, il y a un certain nombre de choses à prévoir déjà avant de partir. C'est-à-dire de vérifier que la météo va être favorable, de vérifier que son matériel, que son bateau est en bon état, que le moteur fonctionne bien, qu'on a le matériel de sécurité à bord. Et quand on part, effectivement, avoir de l'eau, de la nourriture, une protection solaire. Euh, il est plus prudent d'avoir au moins 2 personnes capables de manœuvrer le navire, capables de communiquer. Et évidemment, ce que je disais tout à l'heure, d'avoir un téléphone chargé et une VHF marine sur le canal 16 qui soit allumée, qui soit en veille. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, une VHF allumée, ça veut dire qu'on peut rapidement donner l'alerte en cas de problème, mais on peut aussi également avoir connaissance d'une difficulté rencontrée par un navire à proximité et éventuellement pouvoir lui porter assistance. Et donc, on peut vous appeler avant de partir aussi pour se signaler. Effectivement, le COS effectue une veille H24 avec du personnel formé, spécialisé. Et donc, effectivement, si on part sur une traversée, il est plus prudent de nous contacter pour nous donner ses intentions, des points de contact en mer et éventuellement de la famille à terre. Il ne faut pas oublier à ce moment-là de nous rappeler quand on est bien arrivé. Oui, ça évite les recherches inutiles. Et c'est vrai que parfois il y a des zones blanches aussi en mer. On sait que les SMS parfois passent mieux aussi pour contacter ses proches quand on a des difficultés. C'est aussi une consigne que donne par exemple la SNSM dans certains cas dans des zones blanches. Effectivement, il y a des zones blanches, donc le SMS peut passer de manière plus facile. On a aussi d'autres équipements, hein, si on est dans des zones où on sait que la couverture téléphonique ou VHF est pas bonne. Il y a également des dispositifs de balises de détresse, hein, des petites balises personnelles ou des balises navires qui sont là du coup capables d'émettre une détresse quel que soit l'endroit où on est. Évidemment, on n'a pas d'échange de communication directe avec le COS, mais en tout cas le COS pourra avoir connaissance d'une difficulté d'un navire à un endroit donné et le cas échéant envoyer des moyens d'intervention. Vous parliez il y a quelques instants peut-être des situations météo aussi qui peuvent être difficiles en mer. On le sait que Météo France Nouvelle-Calédonie en ce moment surveille 2 systèmes dépressionnaires, même si on reste très prudent pour le moment sur les trajectoires et puis sur l'intensité également de ces 2 phénomènes. Il y a la partie marina avec le coup d'ouest habituel dont on a l'habitude avec des bateaux qui s'échouent, mais il y a aussi la question des gens qui vivent sur leur bateau ou qui sont en mer dans ces moments-là. Comment se comporter dans ce genre de situation ? Alors effectivement, hein, quand on a un phénomène météo assez important, comme effectivement ça peut arriver, quand on est au niveau des marinas ou au mouillage,
effectivement, de ne pas hésiter à doubler ou à vérifier le système d'amarrage, les lignes de mouillage. Si on n'est pas en mer, il faut savoir renoncer éventuellement, et se dire que les conditions sont vraiment trop dégradées, que le navire n'est pas adapté ou qu'on n'a pas tout simplement l'habitude de naviguer dans ces conditions, donc de ne pas y aller. Et si on est en mer, effectivement, de prendre toutes les dispositions à bord, de mettre les gilets de sauvetage du personnel, d'avoir ce qu'on appelle une ligne de vie si on doit travailler sur l'extérieur du navire, et puis de faire une veille météo pour s'éloigner le plus possible des trajectoires de phénomènes dangereux. Ça vous concerne peut-être un petit peu moins, mais il y a aussi tous les sports de glisse aussi qui profitent de ces moments-là parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a des vagues. Là aussi, ça peut engendrer du danger aussi pour la mer en règle générale. Effectivement, si les conditions météo sont un petit peu farcies par rapport à l'habitude, il peut y avoir de la casse matérielle. On peut avoir des gens qui se fatiguent et donc qui sont assez rapidement en difficulté. Donc là aussi, il faut essayer de partir en groupe, de ne pas être tout seul, ou en tout cas d'avoir un dispositif pour donner l'alerte, une pochette étanche qui contient un téléphone ou une petite VHF portable. Voilà. Ou encore, si les conditions météo sont vraiment dégradées, de ne pas hésiter à renoncer et à reporter la pratique un petit peu plus tard. Et ce serait peut-être le mot d'ordre d'ailleurs. Exactement, il faut que ça reste un plaisir, en fait, un loisir, et pas se mettre en danger. Merci beaucoup Nicolas Olivero d'avoir été avec nous ce matin. Merci Nicolas. Je rappelle que vous êtes le directeur du COSNC, une interview que vous pourrez retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet, le www.rrb.nc. Il est 7h passé de 46 minutes. Merci d'écouter Radio Rythme Bleu.